Bonjour et bienvenue à tous. J'ai dit des images satellitaires à l'époque, au moment où Assimi venait au pouvoir, ont montré qu'il y a un bassin pétrolier très important et que l'Algérie ne fait que pomper. Cela remonte au début de cette histoire, le cas depuis quand j'ai pris position contre, je n'ai jamais soutenu l'Algérie. J'ai toujours combattu l'Algérie, ce n'est pas aujourd'hui. Mon combat contre l'Algérie n'est pas aujourd'hui. Si vous croyez que c'est aujourd'hui, c'est que vous êtes un nouveau. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. J'ai dit, il y a un bassin, j'ai dit, il y a des images satellitaires. À l'époque, on n'avait rien de tout ça. Assimi venait d'arriver. Les Algériens, ils avaient encore la force dans le nord. C'est eux qui parlaient. J'ai dit, l'Algérie se bat pour sa survie. Parce que le pétrole qu'ils ont a sa source au Mali. Le bassin est au Mali. Et si le Mali commence à organiser le nord, l'Algérie va commencer à avoir... Parce que c'est le pétrole du Mali qui est pompé. En fait, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer facilement. Faites monter le mercure. Pour les nouvelles personnes, je vous en prie, abonnez-vous, c'est Cheikh Oumar Keïta, c'est la page Facebook. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Je vais vous expliquer facilement. En Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, le criminel, le dictateur, le menteur, le kleptomane, quand il a pris le pouvoir, il croit qu'il était fort, il était malin. En ce moment, c'était John Dramani, je crois, qui était président au Ghana. Le Ghana avait un accord avec la Côte d'Ivoire. Houphouët le savait. Houphouët a fait tout pour éviter qu'il y ait une bruit avec le Ghana. C'est pourquoi Houphouët n'en a pas fait grand cas. Houphouët a permis qu'on fasse des recherches pour découvrir d'autres blocs pétroliers. Quand Laurent Gbagbo est venu, Laurent Gbagbo a cherché à savoir pourquoi ce bloc pétrolier est important. Houphouët est resté silencieux. Le président coup de Laurent Gbagbo, je vous en prie, si vous m'entendez, si Justin Katina Kone m'entend, si Damana Picasse m'entend, et que si je suis dans le mensonge, je demande à PPACI de porter plainte contre moi. Je dis bien, je donne le droit au PPACI de porter plainte contre moi si je mens. Laurent Gbagbo a trouvé un arrangement avec le Ghana. Donc, parce que, en fait, le pétrole ghanéen avait sa source en Côte d'Ivoire. Le bassin était en Côte d'Ivoire. Donc, si le Ghana pompe, non, je crois que la source se trouvait, au Ghana. La source, se trouvait au Ghana. Donc, si les Ivoiriens veulent, si le Ghana se met à pomper, ce sont des gouttes qui tombent en Côte d'Ivoire. Et ça se trouvait à une frontière qui était tellement... Quand on fait à regarder, il dit, bon, attends, moi je suis à Caen. J'ai des parents qui sont ghanéens. Pourquoi à cause de ça? Donc, il faut à regarder. Il y avait... Le litige était frontalier. C'est-à-dire, on dit, quand tu regardes, de toute façon, c'est coupé là. Ce qu'on appelle le territoire maritime. Hein. Donc, on regarde, sur le côté de la Côte d'Ivoire, le côté du Ghana, c'était un peu... Mais intelligemment, Houphouët avait trouvé un arrangement avec le Ghana. Et le président Gbagbo, Bédié, tout ça et autres, on trouvait le... Gbagbo allait plus loin. Il a établi un équilibre avec le Ghana. Parce qu'il a vu les cartes, il savait que c'est le Ghana qui possédait en réalité le bassin le plus important. Et quand le Ghana pompe son pétrole, la Côte d'Ivoire a des miettes. Alors quand Ouattara est venu, il voulait faire la grande gueule. Il disait que Gbagbo voulait l'argent. Ouais, l'argent des pétroles, blablabla. Il a commencé à crier de gauche à droite. Gbagbo s'est assis, on l'a laissé, il est parti. On dit d'abord, entendez-vous. Alassane Ouattara refuse toute négociation avec le Ghana. Il se retrouve devant la Cour internationale d'arbitrage, je ne sais pas, par rapport à... Comment ils appellent ça? Par rapport aux différents frontaliers. La Côte d'Ivoire perd le procès. Maintenant, l'arrangement que Gbagbo avait trouvé avec le Ghana, qui permettait à la Côte d'Ivoire d'avoir quelques petits milliards, tout ça là, après le procès, tout est parti. La Côte d'Ivoire a perdu. Même un centime, la Côte d'Ivoire gagne plus le Ghana.
Alassane Ouattara, il est fâché. Il fait appel encore. Il va au procès encore. Il perd une deuxième fois. Le procès est parti. Parce que le pétrole se trouve au Ghana et non en Côte d'Ivoire. Mais lui, il dit que la frontière n'est pas trop nette. Comme c'est la mer, c'est pourquoi je vous ai dit que ce monsieur-là, son éducation là, me pose problème. Son intelligence me pose problème. Comment Oufoué n'a pas fait Palab, Bédié n'a pas fait Palab, Gbagbo n'a pas fait Palab. Et toi, tu arrives, comme tu as menti à tout le monde que tu connais, tu vois, maintenant tu te fais humilier. Au moins, le Ghana dit, comme nous sommes frères, en exploitant, on va permettre à la Côte d'Ivoire de gagner. Donc, si le Ghana peut dire d'accord, on va verser à la Côte d'Ivoire 20-30% des intérêts que nous allons recueillir. Juste parce qu'on reconnaît que la Côte d'Ivoire a droit à quelque chose. Et c'est avec ça que Gbagbo se débattait un peu. C'est là ils ont dit, les nouveaux milliardaires de la refondation, on ne voyait rien. On dit l'argent de pétrole avait disparu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais Gbagbo sait très bien comment il a bien négocié ça avec le Ghana. Et quand Ouattara a fait la grande gueule, il a perdu. Et la Côte d'Ivoire, 0. Et de nouvelles exploitations ont commencé. C'est là qu'ils s'est fâchés. Ils ont commencé. Effectivement, ils sont allés beaucoup plus loin. Il y a des blocs pétroliers qui ont été découverts, tous ces autres-là. Mais quel Ivoirien qui peut dire combien le pétrole rapporte aujourd'hui à la Côte d'Ivoire au niveau du budget national? Personne. Donc le pétrole qui sort, ça sort pour Alassane Ouattara. Donc il fait pire que Gbagbo Laurent. Bon, laissons ça tomber. Maintenant, c'est la même situation que nous vivons dans le nord du Mali. L'Algérie, la France, l'Union européenne, ils avaient un accord. La France décide avec les rebelles, malgré l'accord de 1996 ou 1998, non pas 98, pas 98, parce que je ne parle pas de l'accord avec ATT, mais je ne parle pas de l'accord avec Konaré, mais je parle avec Moussa Traoré. Donc, Moussa Traoré, paix à son âme, celui qui a fait tomber Modibo Keïta, il avait mis un terme, il avait tellement maté les rebelles que les rebelles même avaient oublié ce qu'on appelle un fusil. Ils ont tous fui pour aller s'inscrire dans l'armée de Kadhafi. Kadhafi, lui, à l'époque, il avait tellement d'argent, il ne voulait pas que les Libyens deviennent des soldats. Donc, en Libye, tu travailles pas, tu as l'argent. La Libye était le seul pays au monde où le niveau de vie était inégalé. Personne, même pas les Américains, ne pouvaient égaler la Libye. Mais la DGSE ayant infiltré, comme je vous l'ai démontré hier, la DGSE ayant infiltré avec la CIA, ils ont monté un groupuscule, ils ont attaqué, ils ont menti. Kadhafi a été traité de dictateur. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec eux, vous n'avez pas la même vision, vous devenez automatiquement un dictateur. Mais Alassane Ouattara tue au vu et au su de tout le monde. Emprisonne au vu et au su de tout le monde. Macky Sall, Patrice Talon, jamais ils n'ont été appelés dictateurs par la presse étrangère, par la presse française ou occidentale. Mais Kadhafi l'a été. Parce qu'il aimait son pays, parce qu'il aimait son peuple. Il faut regarder, aller regarder la Libye avant la chute de Kadhafi et regarder la Libye aujourd'hui. Donc, l'Algérie, la France le dit, c'est vrai qu'on a fait la guerre d'Algérie. Cette époque-là est dépassée. Mais je vous demande aujourd'hui, regardez la réalité en face. Nous voulons un accord avec vous, mais cet accord-là prend en compte vos parents, les Touaregs ou les Tamasheks qui sont dans le nord du Mali. Mais cet accord ne peut pas réussir entre vous et nous, parce que ce n'est plus seulement la France, l'Union européenne est dedans. Donc la France aujourd'hui, la France dit à l'Algérie, nous parlons au nom de l'Union européenne. Et ce que nous vous proposons, c'est un partenariat beaucoup plus que gagnant-gagnant. Vous serez maître dans le Sahel. Le Maroc, c'est une question de temps. On saura et on aura le temps de s'occuper du Maroc. Mais on voudrait d'abord travailler avec toi. Le service de renseignement est français, algérien est français. Ils travaillent en collaboration. Donc, ceux que Moussa, les rebelles que Moussa avait matés, la DGSE commence à les repérer avec le concours du service de renseignement algérien. On commence à les dénicher au sein
de l'armée de Muammar Kadhafi. Ils ont même fait je ne vais pas rentrer dans tous les détails, donc ils sont repérés dans cette armée-là. Ils prennent contact avec eux et la France leur présente la carte de l'Azawad. Ils disent ça, ce n'est pas nous, c'est depuis vos arrière-parents. Donc nous, on veut vous aider pour vous redonner l'Azawad. En fait, ne vous en faites pas, on va faire tomber Kadhafi. Mais il faut que vous soyez prêts à revendiquer l'Azawad. Et nous allons vous accompagner avec. Voilà ce qui se passe. Et l'Algérie accepte que les terroristes et les rebelles traversent sa frontière avec armes et munitions. Quand je dis armes, ce n'est pas des petites armes. L'Algérie permet cela. Parce que la carte qu'on a montrée à l'Algérie, on dit à l'Algérie, voilà, il y a 2 bassins. Le plus grand bassin se trouve au Mali. Et le bassin du Mali ravitaille le petit bassin algérien que vous exploitez aujourd'hui et qui vous a rendu riche. Mais ce petit bassin, il est sur le point de tarir. Et vous avez besoin, si l'Azawad est créé, donc vous aurez la possibilité de pomper autant que vous voulez. Donc le marché européen sera fourni en pétrole et en gaz, bye bye la Russie. Et l'Algérie devient l'interlocuteur privilégié, puisque l'Algérie sera comme l'Ukraine, c'est-à-dire les droits de passage, les pipelines, les gazoducs, tout va passer par l'Algérie avant d'aller en Europe. Donc l'Algérie deviendra le pion central d'une manne financière et économique importante. C'est-à-dire l'Algérie deviendra l'Arabie saoudite du Sahel. Voilà le plan que la France, quand je vous dis que je suis la bête noire de la DGSE, peut-être que certains prennent que c'est, parce que c'est l'information que je vous donne ici. Je vous mets au défi. Si vous êtes vraiment des enquêteurs, c'est pourquoi je dis que Christian Pule ici, il est trop petit, je ne peux pas le mettre dedans. Parce qu'ici, c'est la cour des grands. Christian Pule, malgré qu'il est Christian Pule, il est petit ici. Quand Keïta parle ici, Christian Pule ne peut rien dire ici, il est petit. Il n'a qu'à rester à l'écart. Ça, là, c'est trop grand pour lui. Donc, le Mali, c'est pas seulement le bassin pétrolier, il y a le bassin gazier, et avec les autres minéraux que vous connaissez tout ce qu'il y a comme lithium, l'or, diamant, enfin, tout le reste. Mais l'Algérie, l'immédiat, c'était que l'Algérie puisse avoir cette connexion, la même connexion que l'Algérie a aujourd'hui avec le Nigeria. Parce que l'Algérie devient aujourd'hui le point de passage pour fournir à l'Europe le carburant dont ils ont besoin avec les pipelines directement du Nigeria. Même scénario, le Maroc aussi a le même projet similaire avec le Nigeria. Alors, posez-vous la question. L'Algérie et le Maroc, le Nigeria, deviennent désormais les sources de ravitaillement en matière en pétrole ou en gaz. Ne vous laissez pas blaguer, on dit voiture électrique. Là. Je ne dis pas que ça ne va pas venir. Mais on ne pourra jamais se débarrasser ni du pétrole ni du gaz. Le monde entier ne pourra jamais conduire à 100% des voitures électriques. À un moment donné, les voitures électriques vont commencer à montrer leur faiblesse. Il va falloir les développer. C'est la même chose, on a vu les téléphones. Les batteries deviennent faibles. Samsung avait trop de problèmes avec les batteries. iPhone avait trop de problèmes, les batteries ne duraient pas. À peine vous rentrez en connexion, vous ne pouvez garder le téléphone que pour des textos ou des appels. Mais une fois que vous rentrez en ligne, les batteries se déchargent vite. La technologie a beaucoup avancé, c'est vrai. Mais à un moment donné, on dit l'avenir de demain énergie verte. Mais vous croyez que pendant combien de temps le Congo, le Mali ou bien d'autres pays vont laisser leur lithium être volé et pillé, vendu à vil prix? Mais le Mali a mis un terme pour lui, ça veut dire que s'il projetait vendre une voiture à 10 millions,
ils seront obligés de revoir le prix à 10, 20, 30 millions. Parce que forcément, le coût va augmenter. C'est pas des choses. Donc, ça, c'est le futur pour le moment, on a qu'à laisser ça. Donc, l'Algérie se dit qu'elle est menacée. Donc, l'Algérie se dit, là où le Mali a péché, et là, on a interpellé Fatigué. Là où, aujourd'hui, l'Algérie dit c'est sa sécurité nationale qui est menacée. Donc, ça devient dangereux. Voilà pourquoi l'Algérie dit, et j'ai écouté chez For You Media, on dit la souveraineté du Mali a été violée. Vous n'avez rien compris encore, For You Media. Vous n'avez rien saisi. L'Algérie dit c'est sa souveraineté qui est menacée. Et elle ne peut pas accepter que les gens qu'elle a laissés passer avec armes et munitions dans l'optique de créer leur république au Mali, ceux-là aujourd'hui sont chassés. L'Algérie est très remontée. Pourquoi on les a chassés de Kidal? Parce que l'Algérie sait aujourd'hui que le Mali est en train de contrôler. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout. L'Algérie est en train d'aider les terroristes à diffuser des fausses informations. C'est là où For You Media, enfin, vous qui vous dites panafricaine, vous qui êtes en train de dire, vous êtes en train de faire le travail des terroristes sans vous rendre compte. L'Algérie vous encourage. Parce que tout ce que l'Algérie est en train de dire aujourd'hui, la plupart des informations que vous avez sur le nord du Mali, blocus ici, telle ville est bloquée. Attendez, moi je vais pas aller au loin. Je vais ramener ici. Voilà. Ça là, on nous avait dit que ici c'était impossible. Nous restons avec les forces armées maliennes qui poursuivent leur mission de récupération et d'occupation des emprises autrefois occupées par la MISMA. Après Kidal, c'est au tour de la ville tristement célèbre d'Aguelrock de passer sous le contrôle des FAMA ce mercredi 20 décembre 2023. L'annonce a été faite hier par l'état-major général des armées dans un communiqué. Ce soir, Abdoulaye Sako revient sur cette action menée de maître par les FAMA. Suivons. Aguelrock, ville tristement célèbre, est aujourd'hui dans les jurons du Mali. La ville dont l'histoire se conjugue avec le parcours de ce vaillant soldat, Sékou Traoré alias Bad, est récupérée par les FAMA sans bruit ni murmure. Le professionnalisme est passé par là. Qui est fou pour s'opposer à une armée comme la nôtre actuellement? Personne. Même pas ceux qui font des folies au nom d'une quelconque cause. Plus que jamais, ils ont vu et subi à Anefif et à Kidal la puissance de feu et l'engagement des hommes d'une armée qui monte en puissance de jour en jour. La bonne nouvelle a été annoncée aux Maliens par l'état-major général des armées dans un communiqué le mercredi 20 décembre 2023. Cette opération vient ainsi renforcer la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cette ville est symbolique de la crise sécuritaire devenue multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Souvenez-vous. Il va vous dire, vous savez, Aguelrock est symbolique. C'est là qu'on a commis les carnages les plus ignobles avec le soutien de l'Algérie. C'est là qu'on a égorgé, excusez-moi, nos soldats. On les a démembrés. On les a traités d'une manière inimaginable. Aguelrock. On peut tout dire peut-être du président Assimi Goïta, mais on ne peut jamais dire un seul instant qu'il n'aime pas ce pays. C'est pourquoi, quand l'Algérie a essayé son triste jeu de manipulation, de ruse, j'ai dit, monsieur le président, rappelez-vous, mon administrateur est là, Bachilier là. Ce jour, j'ai dit, monsieur, je ne sais pas, monsieur Abdoulaye Diop, je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Pourquoi vous avez reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie? Il joue à un double jeu. Ça remonte, je crois, à un an, quelques mois. Je dis l'Algérie n'est pas honnête. Je dis l'Algérie est un faux. L'Algérie, dans un premier temps, le Mali aurait dû depuis longtemps suspendre toute relation diplomatique dès la prise du pouvoir par Assimi Goïta avec l'Algérie. Je dis c'est l'Algérie qui a permis la déstabilisation dans le nord du Mali avec le concours de la DGSE, bien entendu la France. C'est l'Algérie qui a permis aux criminels
de traverser sa frontière avec armes et munitions pour s'attaquer au Mali, ici. Il dit, mais comment on peut encore s'asseoir et puis discuter avec ces gens-là? Et c'est eux qui reçoivent aujourd'hui, de l'autre côté. Et aujourd'hui, l'Algérie sent ses intérêts menacés. On va écouter avant d'arrêter. Que c'est là-bas en 2012 que des soldats maliens ont été sauvagement assassinés par une horde de terroristes après avoir vaillamment résisté pour défendre leur camp. Ce geste barbare est resté comme une arête de poisson au travers de la gorge des Maliens. Durant plus de 10 ans, c'est toute une nation qui ruminait cette rage d'honorer la mémoire du capitaine Sékou Traoré et de ses hommes. L'affront et le défi étaient de taille. Il fallait laver l'un et relever l'autre. C'est désormais chose faite. Les ennemis de la nation ne peuvent arguer d'avoir été pris par surprise par les Famas. Malgré l'environnement désertique avec des zones montagneuses et de grandes étendues plates. Bon alors, la France dit qu'elle n'a pas échoué dans le Sahel. Mais moi, je vous en prie, partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.